Remercier pour l'invitation. Déjà, je trouve assez admirable de voir un cycle de conférences sur des questions autour de art et nouvelles technologies, que ce soit IA, enfin, l'intelligence artificielle ou d'autres choses. Quand on discutait pour préparer cette intervention aujourd'hui, en fait, il m'a été demandé cette tâche quasiment impossible, donc j'ai apprécié le fait de commencer l'année avec une tâche impossible, c'est-à-dire de faire une sorte d'historique de ce qu'on appelle l'art numérique. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, et dès qu'on fait quelques recherches sur Internet, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est non plus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. Et je me suis dit, je ne suis pas historien de l'art, alors j'ai dirigé évidemment assez longtemps un musée, mais je ne suis quand même pas historien de l'art, je suis plutôt un littéraire, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une sorte d'oscillation étrange entre un certain nombre de pratiques artistiques, depuis les années 50 à peu près, et puis de les mettre en écho, de les faire travailler en écho avec d'autres éléments. Alors ces éléments, vous verrez, parfois c'est de la littérature, parfois c'est des scénarios, des imaginaires, etc. J'ai aussi pas mal recherché s'il existait une définition consensuelle sur l'art numérique. Alors vous avez soit des choses hyper étroites, soit hyper vastes, et je me suis dit que c'était toujours bien de commencer par le vaste, pour comprendre ce que c'est que l'art numérique, qui va alors après se décliner dans des sortes de sous-catégories. Par exemple, vous imaginez bien que développer une IA à des fins artistiques suppose des ordinateurs. Ça va être compliqué de le faire sans. Tout comme ce qu'on appelle le computer art, enfin l'art informatique, suppose aussi des ordinateurs. Et donc finalement, on va partir d'une définition assez minimale pour l'art numérique. Ouais, j'ai des petites images qui agrémentent un peu cette conférence, qui est la chose suivante. On va s'intéresser aux pratiques artistiques qui, tout comme le livre avant elle, la peinture, la photographie, va utiliser un certain type de matériaux. On oublie peut-être aujourd'hui qu'un livre, alors au temps de Gutenberg, on s'en rappelait bien, c'est un outil technologique. Hein, c'est quelque chose qui est compliqué à fabriquer, qui demande un ensemble de machines, d'opérations, de traitements. Et c'est donc un outil technologique, même si pour nous, on a l'impression que ça sort tout seul de, on ne sait pas où d'ailleurs, mais on oublie que c'est déjà de la technologie. Idem pour la fabrication de pigments dans la peinture, et évidemment les plaques chimiques pour la photographie. Alors il s'avère qu'au XXe siècle, on a développé, alors là je ne vais pas faire évidemment cette histoire de l'informatique, ça serait hors de mon propos, des machines qui utilisent un certain type de langage. Et donc l'art numérique, on va le définir ainsi, c'est les pratiques artistiques qui vont en fait, qui impliquent d'une manière ou d'une autre l'utilisation des langages informatiques ou des langages numériques. Donc des langages qui sont basés à la fois sur des nombres, un numérique ça vient bien du mot nombre, et en même temps des interactions, des relations entre ces nombres. Mais ce qui va m'intéresser, ce n'est pas de nouveau de décliner toutes les formes de pratiques artistiques qui utilisent un langage informatique ou numérique, mais c'est plutôt d'essayer de voir comment on peut s'en saisir et quel sens on peut leur en donner. On peut donner à ça. Vous avez sûrement vu aujourd'hui, c'est un peu la mode. Alors je suis hyper anti cette mode. C'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est la mode des expositions immersives. Là, j'ai mis l'exposition Frameless à Londres, que vous pouvez voir si vous allez à Londres prochainement. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu. Alors, j'ai rien contre en soi, c'est sympa, on a l'impression d'être dans un aquarium, mais ce qui me dérange, ce n'est pas tant le fait qu'on va utiliser des expériences immersives pour attirer un public dans les musées, je trouve ça même plutôt assez intéressant en soi. Le problème, c'est que je pense qu'on les attire pour les mauvaises raisons, c'est en l'occurrence, on spectacularise quelque part l'expérience muséographique ou muséale, et on n'apprend pas aux gens à garder cette distance qui est pourtant nécessaire pour rendre intelligible un tableau, une expérience personnelle. Comment faire attention à ces émotions si je suis immergé dans quelque chose en permanence? Je suis obligé de prendre du recul pour pouvoir interroger ça. Et j'ai l'impression que les expériences immersives, aussi intéressantes soient-elles quelque part, ou fascinantes soient-elles, vont être dans la ligne droite de ce qu'on appelle la société de l'image ou la société du spectaculaire, plus que dans l'apprentissage quelque part qui est assez important de garder de la distance pour être capable à la fois de réfléchir sur ce que l'on voit, mais en même temps de ressentir, de savoir ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on voit. Mais il s'avère que ça, c'est partout. D'ailleurs, vous voyez dans les journaux, je pense qu'en 2025, on aura de nouveau ça. Tous les musées qui font, en tout cas en Suisse romande, des expositions immersives, vous disent c'est les plus grands succès en termes de visiteurs, etc. etc. Comme quoi, peut-être que les gens veulent du spectaculaire. Autant... Voilà. Moi, ce que je peux assez bien comprendre, spécialiste de la science-fiction, je trouve que les blockbusters marchent bien, mais en gros, voilà, on aime bien le spectaculaire.
mais c'est assez particulier, c'est que notre perception de l'art numérique, donc art et nouvelles technologies, tend à se réduire un peu, finalement, peut-être à ce type d'expérience-là. Pourtant, il y a plein d'autres expositions, j'en ai choisi quelques-unes qui sont encore visibles, enfin une pas, mais les autres, voilà. Si vous passez, bon, il faut aller vite, hein. Si vous passez au Grand Palais, vous avez actuellement une exposition qui s'appelle Pixel, sur la gauche, au centre Pompidou, sur la droite, qui est une exposition autour des nouveaux artistes chinois, qui est une magnifique exposition d'ailleurs, qui s'appelle Chine. Bon, il y a un idéogramme chinois que je ne peux pas prononcer. Une nouvelle génération d'artistes. Ou ici, une exposition à Taipei qui s'appelle Singularity. C'est un peu plus compliqué d'y aller, surtout que l'exposition vient de se terminer. Il existe donc dans le monde beaucoup d'autres expositions que les expos immersives qui vont réfléchir finalement, ou qui vont montrer à un public souvent relativement novice de ces questions-là, un peu comment l'art, traité avec et par les nouvelles technologies, ouvre des questions. Et je partirai un peu de ce présupposé aujourd'hui. Je partirai d'un présupposé peut-être naïf, mais qui est le suivant. Ce qui, moi, m'intéresse dans un roman, dans un film, ou dans une peinture, ou dans un dispositif, c'est pas juste qu'il soit là, enfin dans son immanence, comme ça m'intéresse peu, c'est ce qu'il est capable de problématiser, de discuter, de dialoguer avec moi, d'une part, avec mon identité, et puis avec le monde dans lequel je suis. Donc dans un monde qui est saturé de nouvelles technologies, et je pense que je ne dis pas n'importe quoi, parce que dans cet auditoire, contrairement à il y a 20 ans en arrière, je pense que vous avez tous un smartphone, à peut-être une ou deux exceptions, ce qui montrerait que les statistiques ont raison. Et donc cette technologie que vous baladez avec vous depuis le matin jusqu'au soir, du moins à chaque fois que vous sortez de chez vous, parce que chez vous, il y a aussi des technologies partout, des écrans, des radios, des choses comme ça, bah, c'est assez logique que si on veut rendre compte de la vie d'un individu humain en Occident aujourd'hui, ça va être compliqué de ne pas tenir compte de la technologie. Hein, comprendre qui nous sommes, bah, ça suppose quand même de voir aussi comment on interagit avec nous-mêmes, le flux d'images constant qu'on reçoit via les réseaux sociaux, via les médias télévisuels, mais aussi avec notre interaction avec autrui. Hein. Vous savez, cette espèce de paradoxe de beaucoup de parents, dois-je offrir un téléphone portable à mon enfant? Oui, mais comme ça, je sais où il est et je suis sécurisé. Oui, mais à ce moment-là, je ne lui apprends pas la confiance. Et comment je fais pour faire le choix entre les deux? Est-ce que je préfère lui apprendre la conscience, mais bon, il va être ostracisé, il m'en voudra à vie, mais de toute façon, il m'en voudra à vie. Ou est-ce que je lui donne quand même son téléphone portable, et puis au moins je serai rassuré moi, mais alors je ne lui apprendrai pas la confiance. Donc dans la définition même de ce que c'est qu'un être humain, il est devenu difficile de ne pas s'occuper ou de ne pas traiter du tout des questions technologiques parce qu'elles conditionnent, elles informent notre rapport au monde d'une part, aux autres et évidemment à nous-mêmes. Donc tout ce qui va guider aujourd'hui mon propos, c'est de voir comment les quelques éléments que je vais vous présenter, je ne peux évidemment pas faire un historique exhaustif, vont dialoguer avec les évolutions de nos sociétés, comment en fait on va pouvoir dire quelque chose, comprendre quelque chose de l'humanité d'une part, mais aussi des sociétés dans lesquelles on se trouve. Mais il y a un paradoxe que j'évoquais tout à l'heure avec madame, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on parle de technologie, mais ça c'est très occidental, on a l'impression que ce qui est technologique, c'est pas possible que ça soit en même temps artistique. Oui, c'est ce truc bizarre, on dit technologie, oulala, c'est un truc, alors soit de geek, ça c'est déjà pour les récents, soit c'est pour les ingénieurs, enfin c'est un truc, comme s'il y avait ces deux cultures qui avaient été théorisées par Snow dans les années 70, dans un livre assez chouette d'ailleurs qui s'appelle Les deux cultures, qui montre qu'il y a la culture littéraire, comme ça, qui supposerait un certain nombre, ou des humanités, qui supposerait un certain nombre de prérequis, de sensibilité au monde, alors les livres, tout ça, là. Et puis il y aura un autre truc, un autre humain, comme ça, qui serait plutôt dans les sciences naturelles ou exactes, qui lui serait rationnel, par ailleurs. On voit très fréquemment, si je vous demandais par exemple maintenant par écrit, mais c'est trop tard, de me dire pourquoi vous ne lisez pas de la science-fiction, vous me direz sûrement parce que la science-fiction, ça parle de science. Alors en fait, jamais. Mais l'image qu'on a, c'est la littérature, elle ne peut pas parler de ces choses-là. Alors l'art numérique a ce problème, c'est qu'il semble être un truc trop spécialisé et peut-être trop du côté des ingénieurs, alors qu'en fait, non. Alors oui, il y a forcément des connaissances spécifiques qu'il faut avoir, mais je ne suis pas sûr que chacun d'entre nous est capable de fabriquer des pigments. Par contre, il a l'avantage, ce paradoxe, à la fois de demander des connaissances spécialisées, mais en même temps d'évoquer une situation d'être au monde qui est la nôtre, c'est-à-dire dans un monde où on est entouré de technologies, mais d'une manière assez particulière, c'est qu'on ne l'investit pas ou on ne la pense pas.
je ne sais pas si ça vous arrive souvent, enfin moi pas, mais ça vous arrive souvent, de vous dire qu'est-ce que mon téléphone portable a changé au niveau de mon être. Pas juste, oui, ben, je l'ai dans ma poche, quoi, hein, ça, voilà, ou dans mon sac. Non, qu'est-ce que ça a changé au niveau de mon être, hein, c'est-à-dire de mon rapport au monde et de mon rapport à moi-même. Est-ce que ça a changé quelque chose? La réponse est évidemment oui, et c'est pas grave, hein, l'être humain a toujours un peu changé. Mais ce n'est pas un changement superficiel. De savoir qu'on peut à chaque instant écrire à quelqu'un qui va potentiellement nous répondre et qui fait qu'à partir d'un certain laps de temps, variable suivant les âges, on va commencer à s'inquiéter s'il n'y a pas de réponse, c'est très différent que s'il fallait courir à une cabine téléphonique pour appeler quelqu'un. C'est pas tout à fait la même chose. Inversement, quand je parle avec quelqu'un, je peux aujourd'hui vous parler à vous, madame, et écrire un message en même temps, ce qui pourrait être interprété comme malpoli, alors que je vais vraiment vous écouter et en même temps vraiment écrire mon message. Donc je vais développer une compétence, ou j'ai pu développer une compétence qui n'existait pas auparavant, et qui fait que quand vous voyez maintenant des jeunes faire ça, vous vous dites c'est incroyable. Il n'y a même plus besoin de regarder l'écran, ils font ça, comme ça, tout ça. Voilà. Donc oui, la technologie a changé notre être, et peut-être que l'art numérique, c'est le premier résultat ou le premier principe sur lequel on va s'accorder, il vient illustrer un peu, questionner, problématiser, réfléchir à ces évolutions-là. Hein. Comment rendre compte de l'évolution de l'humain depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui? Peut-être que si on voit l'évolution technologique et la manière dont les artistes traitent ces questions-là, peut-être qu'on nous dit quelque chose. Vous voyez, c'est comme un roman qui nous renseigne non pas tant sur une société, mais sur ce qu'est un humain, en fait. Hein. Alors pour ça, j'ai fait c'est le seul schéma, je crois. Oui. Après, il y a des vidéos pour un peu... Parce qu'on m'a toujours expliqué que dans l'art rhétorique, il faut commencer par des trucs compliqués, après il faut faire un petit peu de divertissement, et il faut finir par des questions importantes. Donc voilà, un peu de mise en abîme. Alors, on va commencer par un petit schéma, juste peut-être pour rappeler 2-3 évidences, parce que je vais utiliser ça dans mon traitement des exemples après. Donc, nous, on est là, quoi. Je me suis cassé une côte, donc je vais faire gaffe. Donc, on est au réel humain, c'est le réel dans lequel on vit. On sait bien, depuis Lacan, que ce réel-là n'est pas le réel en soi. Voilà. Le réel en soi, en haut, là, il est inatteignable, il suppose du symbolique. Hein, c'est ce qui fait qu'évidemment, le réel d'un japonais ne peut pas être égal, jamais égal au réel d'un Suisse, même s'il y a certaines choses qui peuvent se retrouver. Pourquoi? Parce que le réel humain, il est conditionné par un ensemble d'éléments qui viennent en fait donner forme, informer ce réel en soi. Et là, j'en ai mis 3, mais on pourrait mettre évidemment plus, c'est un peu pour des questions de concision. Les récits, je sais que ça paraît toujours bizarre, mais on est un enfant, il naît dans un monde de récits, le récit de ses parents, les récits de la société, qu'est-ce que c'est qu'une vie accomplie, pourquoi on fait ce travail-là, tout ça, c'est les récits. Selon quoi on croit, si on veut bien, sans que ça soit forcément des religions. Hein. Le récit d'une vie accomplie en Suisse, je pense qu'il est assez différent que le récit d'une vie accomplie au fin fond du Cameroun, par exemple. Sans pouvoir dire que l'un a raison et l'autre a tort. Hein. Donc il y a des récits qui nous proviennent de plusieurs sources, des mythes, des histoires qu'on lit, etc., etc. Puis il y a les sciences, ce que les philosophes des sciences appellent les paradigmes, c'est-à-dire la manière dont on construit le monde via les théories scientifiques auxquelles on croit, mais qu'on est incapable de prouver. Par exemple, moi, je suis incapable de prouver la théorie de l'évolution de Darwin, pas la démontrer, en fait. Donc je l'ai apprise à l'école, comme vous tous, je suppose, et j'y ai cru, comme vous tous le suppose aussi, et je me dis, tiens, ça paraît plus probable que je sois issu de tous ces processus complexes que directement créé par Dieu. Vous voyez ? Ça a plus de gueule d'être directement créé par Dieu, mais rationnellement, ça me paraît quand même un peu plus... Voilà. Donc on voit bien que le monde dans lequel je vis, le réel humain dans lequel je vis, il n'est pas tout à fait le même si je suis créé directement par Dieu. Vous voyez, au niveau de la responsabilité, ça... Voilà, hein, ça a un peu du truc, que si je suis le fruit d'un processus aléatoire. Autrement dit, le spermatozoïde d'à côté, c'était pas vous. Ouais. D'un coup, on se sent moins investi d'une responsabilité cosmique. Hein. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Foucault appelle les épistémés, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs ou des systèmes axiologiques dans lesquels on vit, qui définissent les systèmes institutionnels, les politiques, hein, démocratie, etc. Vivre dans une démocratie, c'est pas dans le même réel que de vivre dans un système totalitaire, qui est souvent jugé d'ailleurs comme totalitaire par des gens qui ne vivent pas dedans. Hein, voilà. Et donc ces immenses champs, les sciences, les technologies, les idéologies politiques et les récits, structurent le monde dans lequel les enfants apparaissent.
Voilà. Et pour comprendre ce monde dans lequel on apparaît, c'est-à-dire pour y prendre de la distance, pour être capable d'y créer du sens, on a inventé deux choses, enfin plusieurs mais bon. Le langage, ça c'est pratique puisque le langage, évidemment, on l'apprend non pas d'abord pour communiquer, ça c'est déjà une réduction cybernétique du langage, mais parce que c'est la seule manière de faire sens, en fait, de créer du sens à cause de l'articulation du langage. Et puis une autre forme de langage spécifique qui est le langage artistique, qui en fait fait sens autrement, mais on peut aussi le voir comme une sorte de langage. Il faudrait prendre le langage entre guillemets, ce n'est pas le langage juste la langue naturelle. Puis grâce à ça, l'humain, il va pouvoir passer son temps à faire acte de réflexivité, c'est-à-dire de se dire qui je suis, c'est-à-dire c'est quoi le monde dans lequel je vis, c'est la première flèche rouge, voir pour les plus vaillants, c'est quoi les présupposés du monde dans lequel je vis, ça c'est la partie rouge mais en traitillé, où je remonte non pas à mon quotidien, mais à ce qui informe ou structure mon quotidien. Je prends après un exemple. Et puis, ce processus-là, de nouveau un petit peu facilité, c'est ce qui crée du sens. Il ne peut pas y avoir d'intelligibilité de sens s'il n'y a pas ça. D'ailleurs, on le sait bien. Comment faire du sens? Alors souvent, on n'a pas besoin de passer par la réflexivité. On dit, mes parents m'ont appris ça, ou ma culture, c'est vrai. Je vais donc faire un métier dans lequel je vais pouvoir vivre ça. Je vais éduquer mes enfants avec ces valeurs-là. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens. Le seul problème, c'est que vous serez dans ce sens-là, ce qu'on appelle la fidélité. Si vous voulez réinventer le sens, ça ne va pas être possible. Il va bien falloir dire, non mais ce truc-là ne va pas. Alors l'histoire des idées, des sciences et autres, fonctionne sur les gens. Le monde dans lequel on est, il a un sens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc on va devoir inventer autrement. Et une des choses sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui, c'est que les artistes, d'une certaine manière, participent, en tout cas, il faut l'espérer, participent de cette possibilité de réinvention. Pas complète, n'allons pas trop vite non plus, mais de venir en tout cas interroger les présupposés sur lesquels on s'appuie. Je vais prendre des exemples après, vous inquiétez pas. Mais je vais peut-être commencer par faire un exemple maintenant. C'est juste que je n'avais pas prévu de faire ça, donc il faut que je trouve un truc assez rapide. Voilà. Oui, par exemple, un grand paradoxe de notre monde contemporain. Donc nous savons tous, vous et moi, que ça se passe hyper mal pour notre planète. À cause de nous, paraît-il. Mais enfin, ça, on ne peut pas le démontrer non plus, mais on sait qu'on a appris que c'est à cause de nous. Donc on dit, OK, alors c'est à cause de nous. Donc si on ne veut pas que tout s'effondre, plus pour nous d'ailleurs que pour la planète, qui va continuer à exister, enfin, il y a peu de raisons qu'elle explose, c'est fini la bombe atomique, on se dit, il va falloir qu'on réinvente notre rapport au monde. Oui, parce que si on continue comme ça, vu qu'on a fait... Voilà. Et puis là, on est mal, parce qu'on se dit, OK, oui, mais alors ça veut dire qu'il faut se passer des matières plastiques. Ça fait quand même 2-3 trucs. Faire gaffe avec les serveurs, tout ce qu'on réchauffe, les serveurs, etc., les data centers qu'on utilise encore. Enfin, comment on va faire, en fait, pour réinventer notre être au monde? Comment on va faire pour changer les récits? C'est-à-dire, pour nous tous, on sait bien que les 30 glorieuses en Suisse, c'est plein emploi, consommation à outrance, c'est super, on va être heureux. C'est il n'y a pas si longtemps. Puis d'un coup, on nous dit tout ça là, c'était pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais ça ne marche pas pour sauvegarder la planète. Donc c'est quoi le récit qui va remplacer celui-là? Vous voyez, ce n'est pas une question technologique, ce n'est pas une question politique au départ, ce n'est pas une question, on va dire, idéologique, c'est une question des récits. Qu'est-ce que c'est qu'une vie accomplie? Puis après, ça peut se décliner dans les sphères politiques, etc. Vous voyez, le sens aujourd'hui, il fait qu'on est mal. C'est que chaque fois que vous achetez du plastique, je pense que vous avez tous du plastique partout chez vous, comme chez moi, vous vous dites, ce truc-là, c'est des matières fossiles. Voilà. Puis vous imaginez que nous, on est tout petits, puis qu'il y a un monde énorme autour de nous, puis que ces matières fossiles, elles sont partout. Et comment on va faire d'un coup pour dire on va diminuer les matières fossiles? On ne sait pas. On fait une sorte de truc, un point d'interrogation, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on entend beaucoup, peut-être que vous avez vu ça dans les journaux, d'inventer les récits du futur, les nouveaux récits. Ouais, sauf que ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais inventé un récit à cause d'une nécessité, on va dire, ça s'est toujours fait un peu naturellement quelque part, les artistes, les poètes, les peintres, etc. Donc voilà pourquoi dire, aujourd'hui le monde devient inintelligible quelque part, non pas parce qu'on a une perte de valeur depuis Aristote, on sait que dans la métaphysique, depuis Aristote, la génération d'après est moins bonne que celle d'avant. Alors que c'est souvent l'inverse. Mais
Donc ce n'est pas une question de perte de valeur, c'est quelles sont les valeurs qui vont conditionner les récits avec lesquels notre vie va devenir intelligible au vu des connaissances qu'on a aujourd'hui. Comment, en gros, vivre dans un monde durable. Alors que rien de nos récits technosciences épistémés suppose un monde durable. Enfin, je veux dire, rien. Rien que la croissance économique, c'est compliqué. Bon, prenons quelques exemples d'art numérique. Là, je me suis un peu, les principes méthodaux sont clairs. Je me suis dit que j'allais un peu rappeler que l'art numérique commence dans les années 50-60, ce qui est assez compréhensible. Les langages numériques se développent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, depuis plus longtemps, depuis le 19e siècle, on voit déjà pas mal de choses, mais on va les mettre en scène dans les années 50 parce qu'il faut un socle théorique et des technologies associées qui permettent à ce langage de pouvoir créer des choses. Et on sait à quel point l'informatique est née beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier grâce à Turing, ce mathématicien anglais, qui invente un ensemble d'expériences de pensée, puisqu'il n'invente pas des machines, mais des expériences de pensée, réfléchissant à ce qu'on appellera plus tard l'informatique moderne, et que ces expériences de pensée de Turing mettent en place, en plus, dialogue avec un mathématicien américain qui s'appelle Norbert Wiener, qui fonde une science qu'on a oubliée aujourd'hui, qui s'appelle la cybernétique. Enfin, on l'a oublié, mais on l'appelle plutôt la théorie de l'information. Et la cybernétique, c'est quoi? C'est justement les réflexions sur la manière dont la pensée machine, dont les machines peuvent en fait traiter de l'information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de théorie de l'information. Alors, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est qu'après le mouvement futuriste du début du siècle, cette célébration de la machine par le mouvement futuriste, elle a créé ou elle a conduit les artistes à s'intéresser à un ensemble de machines. Et les machines à la mode dans les années 40-50, même si elles sont dans les années 40 très prototypiques, c'est la robotique. Donc là, j'ai pris un des premiers totems robotiques de 1964 qui a été réalisé par cet artiste, qui est un artiste vidéo au début surtout, qui s'appelle Nam Yoon Paik, qui en fait une sorte de totem. L'œuvre s'appelle Robot K456. On voit bien la dimension futuriste à la fois dans son appellation, mais aussi en réutilisant un mot, robot, que j'évoquerai après, qui est un mot qui a été inventé pour désigner ce genre de machine en 1920, c'est-à-dire peu de temps avant. Le mot robot désigne des créatures artificielles depuis 1920. Le but de cet artiste-là, en créant ce robot assez marrant, d'ailleurs, c'est de réfléchir aux médias de masse. Et pas tellement à la robotique. Vous voyez, dans l'œuvre, il y a tous ces trucs-là. C'est comment les médias de masse, donc ce qu'on appelle les mass médias, c'est-à-dire ces médias qui diffusent massivement une information, la télévision, la radio, etc., comment les médias de masse et les technologies émergentes conditionnent l'individu ou transforment l'individu. Pour ceux qui ont lu le roman, par exemple, Fahrenheit 451, est-ce que des gens lisent encore ça? Bien sûr. Ceux qui ont lu ça, vous aurez une traduction littéraire de ce que je viens de vous dire. Comment les médias de masse transforment l'individu dans sa capacité, justement, à aimer du prêt à consommer. Là, il y a un petit peu une réflexion du même ordre que ça. Et je trouve aussi intéressant, je voulais parler de Patrick Tressel. Alors, on n'est pas du tout en 1960. On est ici d'une œuvre qui a été faite en 2011, qui se voit de temps en temps en Europe. Vous voyez, vous êtes un peu comme à Montmartre, donc vous installez devant une table, et il y a un bras robotique qui ne se dissimule pas. On voit que c'est un bras robotique qui dessine votre portrait. Mais votre portrait est dessiné dans un style, vous voyez comme ça, que vous avez en haut là, un style qui rappellerait un dessinateur humain. Et en même temps, chaque personne qui vient se faire tirer le portrait par ce robot, en sachant que ça dure une demi-heure à peu près, c'est dessiné en live, c'est pas fait d'un coup en 5 secondes. Après, ces portraits, ça fait partie de l'installation, sont affichés contre le mur. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on va avoir la manière dont l'art robotique, qui est une partie de l'art numérique, puisque les robots fonctionnent sur un langage informatique, va pouvoir dépasser le cadre purement technologique, dans le sens où d'un coup, vous voyez, un robot qui dessine le portrait de l'humanité, ou de chacun d'entre nous, vient figurer ce que je montrais avant ici, c'est-à-dire la manière dont les technosciences, ou les technologies, conditionnent notre humanité. Ce qui est assez drôle, c'est que pour que ça marche, le robot, en fait, c'est une sorte de simulacre, comme toujours. Vous avez une caméra qu'on voit en haut, et la caméra, en fait, elle prend une photo fixe de vous. Donc, en fait, le robot va évidemment dessiner la photo qu'il a prise. Mais pour être sûr que les gens ne bougent pas,
en fait, la caméra bouge de manière erratique. C'est-à-dire, en fait, elle se lève, elle vous regarde, elle rebaisse. Et donc, nous, on a l'impression qu'on est dessiné en live. Donc, l'expérience qu'on a, c'est qu'on ne bouge pas pendant une demi-heure, comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il nous dessine en live. Et tout ça en juste dramatisant un peu le mouvement de la caméra. Et donc, d'un coup, on va après avoir nos portraits qui figurent. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que l'art robotique, donc dans la partie de l'art numérique, on a une sous-catégorie, art et robotique. C'est-à-dire, on va utiliser ces machines autonomes qui vont soit reproduire des gestes humains, dessiner le portrait, soit qui vont venir questionner des sociétés humaines, ici les mass médias. Ça s'inspire d'une tradition au départ littéraire. Et je me suis dit que bon, j'allais quand même un peu faire parler de littérature, il ne faut pas non plus déconner. Donc voilà la première fois que le mot robot est utilisé. C'est dans cette pièce de théâtre mauvaise, si jamais, qui s'appelle RUR, qui est jouée pour la première fois en 1921 à Prague. Et dans cette pièce de théâtre, on décrit en fait, si vous voulez, des robots. Mais qu'est-ce que c'est que des robots? C'est des humains, comme vous et moi, produits en usine, jusque-là on voit le truc robotique, mais qui sont des êtres de corps et de sang, enfin de chair et de sang, mais à qui on a ôté l'âme. Et donc c'est des humains sans âme. Ce que vous voyez ici, j'ai fait une petite citation, vous verrez à quel point la prose est incroyable. Donc l'ingénieur qui pilote l'usine, qui s'appelle Domine, discute avec une jeune femme, Hélène, qui arrive sur l'île parce qu'elle est un peu, disons, touchée par la condition des robots. Elle dit « Ouais, mais quand même, c'est pas hyper sympa, ces humains qu'on envoie chez les riches capitalistes pour... c'est pas hyper cool, surtout que ça marche mieux si c'est des vrais humains, vous voyez. Enfin, si c'est des robots, bon, à la rigueur. » Alors elle essaie de comprendre, lui dit « fabriquer les ouvriers artificiels, c'est la même chose que fabriquer les moteurs diesel. La production doit être simplifiée au maximum et le produit le meilleur possible. Que pensez-vous, dit-il à Hélène, quel est le meilleur ouvrier possible ?» Là, vous voyez que c'est assez marrant. C'est que sa réponse, c'est une réponse de l'ancien temps. Le meilleur, donc là on est en 1920, probablement celui qui est honnête et dévoué. Oui, les valeurs qui font d'un ouvrier quelqu'un de bien, c'est des valeurs morales. L'honnêteté, la dévotion. C'est-à-dire celui qui est dans un régime de loyauté avec son employeur. Réponse de Domine, donc l'ingénieur qui de nouveau pilote l'entreprise, non, celui qui coûte le moins cher. Celui qui exige le moins, le jeune Rossum, passons sur les détails de l'intrigue, a mis au point l'ouvrier qui a le minimum d'exigence, au sens moral. Il l'a simplifié, il l'a débarrassé de tout ce qui n'est absolument pas nécessaire pour qu'il travaille. Ainsi, à force de simplifier l'homme, puisqu'il n'y a pas d'âme, il a créé le robot. Chère mademoiselle, les robots ne sont pas des hommes. Du point de vue mécanique, ils sont plus parfaits que nous. Ils ont une étonnante intelligence rationnelle, mais ils n'ont pas d'âme. Donc, qu'est-ce que c'est que les robots? Au départ, ce n'est pas les machines d'ingénieurs qui arrivent dans les années 40 avec les Machina Speculatrix, etc. Il n'y a pas de robots en 1920. C'est des ouvriers qui sont les moins chers et qui, en plus, agacent le moins leur employeur. Ce qu'on appelle donc, dans le langage 1920, ce qu'on appellerait donc des ouvriers pris dans une logique capitaliste, puisqu'ils doivent être le plus productifs possible, qui a été théorisé pas mal à la fin du 19e siècle par un penseur allemand que vous connaissez tous, qui est Marx. Qu'est-ce que c'est qu'un robot, initialement? C'est un prolétaire. Une force de travail, donc de chair et d'os, une force de travail, qui a pour vocation de construire le monde de demain. Voilà. Puis si possible, il ne faut pas trop qu'il se pose de questions. C'est pour ça que je vous rappelle que dans le Capital, Engels et Marx demandent aux prolétaires de prendre conscience. Rajoute-moi une âme, prends conscience. Et une fois que j'ai pris conscience, prenez conscience de votre nombre, et là, pour les riches capitalistes, ça va mal se passer. Mais il faut d'abord prendre conscience. Et ce qui va se passer ici, c'est que va faire Hélène? Elle va faire un truc qui est hyper simple, elle va séduire un ingénieur, de telle manière qu'il va devoir rajouter de l'âme dans les robots prennent conscience de leur nombre, ils se révoltent avec une phrase qui fait bien penser à la logique marxiste, c'est « robots de tous les pays, unissez-vous », c'est ce qui est dit dans la pièce, et ils renversent le monde robotique. Donc les premiers robots de l'histoire de la pensée ne sont pas des machines, mais sont des humains machinisés. Ce qu'on appellerait, c'est ce que Marx appelle l'aliénation par le travail. Donc des humains machinisés. Et à ce moment-là, une fois que je suis un humain machinisé, comment je fais pour me démachiniser? Ici, rajoute de l'âme, rajoute de la conscience. Prends conscience de. Autrement dit,
et ça me servira pour la suite, que sont les robots? Des métaphores. Des métaphores. Alors, ça, c'est un vieux souvenir d'école, mais la métaphore, c'est ces images étranges qu'on crée des fois, qui ne veut rien dire. Vous voyez, pour un esprit purement rationnel, l'homme est un loup pour l'homme, ça ne veut rien dire. C'est l'homme et le loup. Et voilà. Et c'est deux choses différentes. Mais nous, on comprend que l'homme est un loup pour l'homme, c'est qu'il y a des trucs, même si on ne sait plus trop ce que veut dire cette expression, mais il y a des trucs dans le loup qu'on a projetés sur l'homme. Ah, ça, c'est pas bon pour la côte. Et voilà, et si je prends une métaphore de l'amour, rappelez-vous l'amour, la passion amoureuse, la flamme amoureuse. C'est bizarre la flamme amoureuse quand on pense qu'il n'y a pas, enfin vous voyez, il n'y a pas de combustion, enfin, mais qui est une image qui nous vient de Ronsard, donc qui est plutôt assez en zen, mais vous voyez, ça marche bien, l'amour est une flamme, faites un feu ici, bon, la plateforme 10 ne serait pas content, mais on fait un feu ici, on baisse la température, et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va aller vers le feu pour avoir chaud, mais quand je suis trop près du feu, je me brûle, donc faut pas, voilà, enfin paraît-il, à part chez Werther et chez Goethe. Donc après, je peux reculer un peu, mais dès que je recule, j'aurai beaucoup plus vite froid qu'avant. Donc je vais revenir. Cette espèce d'oscillation exprime bien l'expérience amoureuse. Et si je plonge, je suis consumé par la passion. Donc vous voyez que la force de la métaphore, et je reviens évidemment à la question du robot, c'est on parle d'impertinence sémantique, c'est-à-dire qu'elle met deux choses ensemble qui ne vont pas ensemble. L'homme est un loup, l'homme est un robot, non, c'est pas la même chose. L'amour est une flamme, non, c'est pas le cas. Mais nous, on comprend que grâce à cette image, on va décrire autrement le monde. C'est vraiment pour moi le truc le plus important. Grâce à la métaphore, la puissance de ça, c'est qu'on va décrire autrement le monde. Voilà. Donc en 1920, quand Čapek, cet auteur tchécoslovaque, demande à son frère Josef de lui suggérer un mot pour qualifier ses ouvriers artificiels, son frère, poète de son état, lui dit « robot », parce que le mot « robot » en tchèque, ça veut dire l'esclave, et pas la machine. Et donc il va utiliser en disant « l'homme est un esclave, l'homme est un prolétaire ». Qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire? Un esclave d'un système capitaliste. Et là, d'un coup, on comprend Marx. La différence, c'est que cet esclave est plus nombreux que le maître. Des logiques de maître et d'esclave, passons. Donc, les premiers robots sont des communistes. Mais cette métaphore a été traitée tout au long du XXe siècle, et c'est pour ça que je l'utilise ici par rapport à ça. C'est que quand on veut comprendre l'art robotique, on ne doit pas oublier que dès qu'on parle de robots, on récupère ces vieux trucs, en fait, ces vieux récits ou ces vieux scénarios. Quelle est la plus grande peur aujourd'hui qu'on lit dans les journaux? Bon, après, il ne faut jamais croire les journaux. Mais quelle est la plus grande peur qu'on lit dans les journaux par rapport à l'IA? C'est qu'elle prenne le pas sur l'humanité. Bon, les seuls qui ont foutu la merde sur la planète, c'est l'humain. C'est tous les autres qui ne font pas ça. Les castors, ils ne se rebellent pas contre l'humain. Enfin, les bancomates vous disent pas non, je n'ai pas envie de te filer du fric, sauf s'il n'y a plus d'argent sur le compte. Donc les seuls qui se rebellent, c'est l'humanité. Mais donc dès qu'on crée une nouvelle technologie comme l'IA, tout comme on a eu cette même peur avec les robots, oui, mais arriver à un niveau de complexité, elle va nécessairement prendre le pas sur nous. Mais pourquoi? C'est quoi l'argument? Enfin oui, on fait la même chose que quand on pense que notre chat nous aime, c'est-à-dire qu'on projette sur la machine ce que nous-mêmes on aime, mais de fait, il n'y a jamais un robot qui s'est rebellé contre son maître, qui n'est d'ailleurs même pas son maître, puisqu'il faut déjà avoir une conscience pour ça. On va me dire, oui, mais on pourrait peut-être un jour créer la conscience réflexive. Ok, mais la conscience réflexive, ça se crée comment? On va dire, oui, mais alors, arriver à un certain niveau de complexité, ah, mais ça, vous ne pouvez pas le démontrer. Ça va être compliqué de démontrer que la complexité conduit à la conscience réflexive. On peut le postuler, ce qu'on appelle une croyance, mais le démontrer, ça devient plus compliqué. Alors on essaie dans les labos, on fait ça, il n'y en a toujours pas un qui s'est rebellé, on l'attend avec impatience, c'est comme les extraterrestres, mais ils ne sont toujours pas là. Donc dans cette œuvre-là, on voit que par rapport à ce robot, et c'est ce que Patrick Tressette comprend très bien, c'est quand on va projeter sur le robot de toute façon de l'humain. C'est pour ça que la caméra qui bouge, qui donne l'impression qu'elle vous regarde, c'est hyper important dans l'installation. On va dire ceci est un humain qui est en train de faire mon portrait, et puis on est dans une logique d'inversion. Pourquoi? Parce que c'est nous qui, à travers le robot, faisons le portrait de l'humanité. Parce que les premiers robots des années 20 sont des prolétaires. Mais si vous reprenez les robots des années 60-70, prenons ce film de 82 qui s'appelle Blade Runner, je pense que vous avez tous vu. On dit que les robots ne sont pas empathiques. Vous vous rappelez que dans ce film, il y a des humains d'un côté sur la même chose. Il y a des humains d'un côté et il y a des machines de l'autre qui s'appellent les réplicants Nexus 6 qui sont en fait des robots. Voilà. Et il s'avère que les Blade Runners, qui sont des espèces de policiers du futur, doivent aller chercher ces gars, qu'on ne reconnaît pas.
Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait un test d'empathie. Donc on prend un animal vivant, type un oiseau, on le tue, et si votre pupille éprouve un petit mouvement, vous êtes un humain, ça vous avez de l'empathie, sinon vous êtes un robot. Voilà. Et donc on éjecte les robots. Et il y a quand même des types qui se sont dit, ah bah voilà ce qu'il faut faire. Il faut créer des robots empathiques. On dit, mais non, le film ne parle pas de ça. Il oppose deux types d'humains. Il dit, il y a des humains qui sont empathiques, c'est-à-dire dont le comportement fait que face à la souffrance d'autrui, ça les touche. Puis il y a des humains qui ne le sont pas. Pourquoi ils ne le sont pas? Selon Philippe K. Dick, qui est donc celui qui a créé ce roman, le roman qui a inspiré le film Blade Runner, le roman s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'est que l'épistémie, le système politique américain des années 60, conduit les humains à devenir assez faciles à programmer et à perdre de l'empathie. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le robot? C'est de nouveau une figure, une métaphore, non plus cette fois-ci du prolétariat, mais d'un monde non empathique, en tout cas d'une productivité qui prend le pas sur l'humanité. Voilà. Puis aujourd'hui, on va utiliser souvent les robots pour la question de l'instrumentalisation sexuelle. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un d'accomplir sa fonction, sexuelle par exemple, sans lui poser vraiment la question de savoir s'il veut ou pas, voire même si la personne ne s'est pas posé la question elle-même, alors une bonne image pour parler de ça, c'est le robot. Donc vous voyez pourquoi ce qui m'intéresse chez Patrick Tressay, c'est que ces robots viennent montrer ce qui s'est toujours passé avec les robots de la littérature ou de la fiction, c'est que le robot est une image de l'humain aliéné. Mais les causes de l'aliénation diffèrent dans le temps. Aujourd'hui, on ne pourrait plus dire que ce qui nous aliène, c'est le prolétariat, puisqu'il n'y a plus de prolétariat. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent potentiellement nous aliéner, et le robot est une bonne image à notre disposition pour y réfléchir. Donc, dans les artistes robotiques, on va évidemment utiliser assez facilement ça pour se poser ces questions. J'avance un peu avec d'autres types de production artistique, plutôt des années 70, où l'informatique commence à se développer beaucoup plus. Alors là, je parle vraiment de ces premières machines qu'on voit dans le MIT, etc., chez IBM ou autres. On voit des artistes, souvent en résidence, qui vont exploiter les possibilités, les possibilités de traitement de l'image qui sont produites par les ordinateurs. Ça, c'est une grande partie de l'art numérique on parle souvent de computer art, mais voilà, parce qu'on ne savait pas trop comment appeler ces trucs-là, donc on a à chaque fois des mots un peu différents. Là, j'ai mis deux artistes un peu précurseurs de ces questions-là. Edward Zajec, sur la gauche, ici. L'idée, c'est qu'il utilise les ordinateurs et les algorithmes de les ordinateurs pour créer des figures géométriques. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit comment il va manipuler le langage informatique ou numérique, mais pour avoir une finalité non pas de résolution de problèmes, traitement de texte ou que sais-je, mais des fins de production visuelle. C'est la même chose chez Vera Molnar dans Désordre, par exemple, dans cette œuvre qui s'appelle Désordre, ce qui est intéressant puisqu'elle les sort en plus à l'appel, de voir comment un algorithme peut créer une image. Ça paraît peut-être un peu trivial pour nous, puisqu'aujourd'hui, finalement, n'importe quel algorithme crée de l'image, mais jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'algorithmes qui créent de l'image. En fait, c'est l'humain qui crée des images, mais l'algorithme, c'est de produire des images en série, ce qui rappelle un peu le robot d'ailleurs, de produire, on met une instruction, et depuis là, tout se passe, c'est-à-dire qu'on ôte à l'humanité le geste final. Il devient un peu démiurge, concepteur, presque logiciel, et non plus jusqu'au bout. Donc évidemment, on a beaucoup d'artistes qui sont intéressés à ça et qui fonctionnent sur les principes de la cybernétique. C'est-à-dire comment une information donnée dans une machine va être traitée par le biais algorithmique, c'est-à-dire par des successions d'opérations, des commandes qui forment le logiciel, pour obtenir des résultats. Si ce n'est que ces résultats peuvent être chaque fois différents, suivant les instructions que l'on donne. Et donc, on va avoir beaucoup d'artistes qui vont faire ça. Là, j'ai pris aussi une série animée qui est d'un artiste américain qui a été justement en résidence chez IBM, qui s'appelle John Whitney, qui est un des précurseurs de ce qu'on appelle l'animation numérique. Je peux créer de l'image, mais l'avantage avec l'évolution technologique des ordinateurs, c'est que ces images, je peux commencer à les articuler les unes avec les autres, à les faire se suivre naturellement, ce qu'on appelle de l'animation. L'animation étant évidemment une image, une succession d'images, mais dont la succession est invisible à l'œil nu. On ne voit pas les 30 images ou 40 images secondes. Donc ici, vous avez un exemple. Et puis ça, ce portrait assez connu, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle Cine Kurman, qui est le premier autoportrait d'un artiste fait par une machine, en l'occurrence par Charles Xuri, dans un projet justement assez intéressant de voir comment, on retrouve d'ailleurs ce qu'on avait vu avant chez Patrick Tressay, comment l'ordinateur peut commencer à me rendre hommage en me faisant ma propre image, enfin mon propre portrait. C'est ça. Ce qui est assez drôle parce que, vous vous rappelez que dans le robot, on avait mis cette métaphore,
c'est quoi un robot? C'est un homme machinisé ou aliéné. Ce qui est assez intéressant quand on relit, mais personne ne fait ça, mais si on relit les premiers ouvrages de cybernétique de Norbert Wiener, lui aussi fonctionne sur une métaphore qui le dit, d'ailleurs, c'est thématisé dans Cybernétique et Société, il dit « Faisons comme si le cerveau humain était un ordinateur ». C'est une métaphore. Hein. Pour des questions de réduction, qu'on appelle méthodologiques, pour éviter de se paumer un peu, on dit on va considérer le cerveau humain, enfin la capacité de traitement du cerveau humain, comme si c'était un ordinateur. Ce n'en est pas un, mais faisons comme si c'était le cas. Or, la plupart d'entre nous avons intégré, peut-être moins maintenant, mais intégré que nous, il y avait une sorte de logiciel qui était notre cerveau. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais bon, il y a un logiciel. Puis il y a du hardware, notre corps. Hein. C'est pour ça que dans certains mouvements extrêmes idéologiques américains comme les transhumanistes, on peut imaginer changer de corps. Si je change de corps, c'est pas grave. L'important, c'est le cerveau. Hein. C'est le logiciel. De la même manière qu'on peut changer de logiciel entre les machines informatiques, puis c'est pas grave, le logiciel elle-même. Hein. Quelque part, on a eu un petit peu cette tendance à prendre la métaphore à la lettre en imaginant que ce qui faisait vraiment notre identité, c'était notre cerveau, nos patterns neurologiques, et pas tellement le reste. Le corps, c'est un peu là, c'est là, quoi. Hein. Puis petite tradition judo-chrétienne oblige, en plus c'est adjacent, parce qu'il y a des pulsions, parce que ça vieillit, parce que ça souffre, j'en sais quelque chose aujourd'hui, tout ça. Donc si on peut se débarrasser de ce truc un peu reliquat, là, ça nous arrange. Hein. Qui rappelle évidemment les mouvements gnostiques des premiers siècles après Jésus-Christ. Donc on voit comment, de manière assez intéressante, cet autoportrait devient drôle. On pourrait presque le prendre à la lettre. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre conception de nous-mêmes et notre manière de capter l'information, est-ce qu'on se considère vraiment très différemment d'un ordinateur? Personne ne se pose cette question. Mais ça pourrait être intéressant, parce que si je suppose que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si je suppose que je n'applique pas une succession d'opérations algorithmiques, ce qui s'appellerait la liberté. La question que je vais laisser comme ça, parce que je ne vais évidemment pas discuter là-dessus, parce que je n'ai plus le temps, mais on a commencé en retard, c'est pourquoi y a-t-il alors aussi peu de gens qui sont profondément et vraiment libres? Pourquoi est-ce que tout le monde va faire ses courses le samedi après-midi? Sérieusement. Pourquoi les matchs de foot, ça fonctionne? On ne devrait pas se dire trop de masse, trop d'idées pour une même idée, enfin, trop de cerveau pour une même idée, ça ne va pas. Donc en fait, la question de la liberté, qui est une question qui se pose derrière l'algorithme, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Wiener avait fondé la cybernétique. D'autres éléments plus en lien avec l'art génératif qui vous seront évoqués par je ne sais plus qui Arnaud, mais plus tard. C'est-à-dire dans les années 80, évidemment, on voit bien que le développement technologique, c'est-à-dire les ressources technologiques qui ont été développées, ont permis évidemment un crescendo dans le type de production qui était permise. Rappelez-vous, les tout premiers ordinateurs des années 80 qui avaient un disque dur à 20 mégas, c'est compliqué de faire un film d'animation en true color, disons. Là, vous avez un artiste assez connu qui s'appelle Harold Cohen, qui a inventé un logiciel, Aaron, qui est un logiciel IA. Mais alors l'avantage, c'est que ce logiciel IA est fait à des fins purement artistiques. C'est-à-dire qu'il avait pour vocation de produire des images, de générer des images de manière, on va dire, autonome, en tout cas en partie, puisque le logiciel, ce n'est pas lui qui l'a créé, enfin, ce n'est pas le logiciel qui s'est auto-créé, mais avec cette idée qu'il pouvait créer des dessins abstraits. Donc là, j'ai mis deux types de dessins. Un très début des années 80, quand il développe ce logiciel, où on ne voit pas forcément, enfin ça ne se voit pas, ça ne se lit pas que c'est créé par une machine. Ça joue sur un certain nombre de codes, vous voyez les couleurs, enfin les aplats de couleurs, les dégradés, le fait que tout n'est pas partout parfait, etc. Ça va casser cette idée d'un dessin purement géométrique qu'on aurait un peu plus à droite dans les dernières versions. Donc l'art informatique ou l'art ordinateur, le computer art, c'est aussi comment, donc en gros, ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce qu'on utilise les ressources informatiques à des fins artistiques, mais vous voyez qu'on ne peut pas se couper de cette dimension de réflexivité que j'avais avant, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique que l'humain utilise les technologies informatiques pour produire des choses artistiques. Pas en termes de marché, c'est une sorte de grand, vous voyez, il y a une sorte de comment on appelle ça, de tâche aveugle dans le milieu de l'art, c'est qu'on oublie que les grandes questions qu'on se pose des fois, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire des artistes? C'est parce qu'il y a une question de pognon. Et ça, on n'aime pas parler de ça. C'est un peu comme chez Aristote avec la charismatique. Nous, on ne s'occupe pas d'argent. Ah bon? C'est en fait, évidemment, si d'un coup, les ordinateurs sont capables de générer des images qui sont artistiquement, esthétiquement belles, on peut les financer. Mais ça veut dire que le marché explose.
hein. Et donc, il faut bien garder, il faut bien être sûr que ça ne va pas se passer, bien qu'on ne va pas pouvoir lutter là contre. Mais il faut être sûr que pendant un temps, les types qui sont un peu à l'ancienne, ils peuvent encore vendre leurs tableaux, quoi. Voilà. Non, mais ça paraît bête, mais on oublie toujours cette dimension économique. Comme si Michel-Ange peignait à la Chapelle Sixtine pour le plaisir. Hein, il a été mandaté, enfin, je veux dire, il y a quand même un peu de fric là derrière. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant avec l'ordinateur, c'est qu'au début, on l'utilise pour venir réfléchir les évolutions technologiques d'une société qui devient algorithmique, quelque part, puis vient réfléchir aux évolutions de l'humanité qui devient algorithmique. Puis aujourd'hui, avec les questions qu'on se pose au niveau artistique, art et IA, va se poser à un moment donné la question économique, mais qu'on évite évidemment, parce que ça nous agace un peu, quoi. Hein, voilà. Bon, ça, je vais passer. Ce qui est intéressant aussi, mais je vais mettre en arrière-fond, c'est que l'art numérique va aussi toucher d'autres productions que des productions, on va dire, d'art plastique, soit des peintures ou autres. Ici, j'ai mis un spectacle de danse qui s'appelle Pixel, qui est un spectacle qui a eu lieu en 2000, enfin, qui a été créé, c'est une création de 2014, par une compagnie de Lyon qui s'appelle Adrien Mondo-Claire Barden, et un chorégraphe français qui s'appelle Mourad Merzouki, que vous connaissez peut-être, qui fait un spectacle où vous avez des danseurs. Donc là, on voit cette alliance entre les corps humains qui dansent, et puis tout le reste. Alors c'est un peu compliqué si vous n'avez pas vu en vrai, mais si vous voulez, tout ça c'est projeté. Hein. Donc tout ce qui n'est pas les danseurs, c'est de la projection, ce qu'on appelle du mapping vidéo. C'est projeté soit sur la scène, soit avec des murs transparents devant, qu'on ne voit pas évidemment dans le noir, mais sur lesquels viennent s'arrêter en fait les images. Donc on voit ici qu'il y a une volonté, alors je ne peux malheureusement pas vous passer tout le film, quoique, il y a une volonté de créer quelque chose qui est plutôt que d'avoir cette espèce de l'un ou l'autre, hein, de travailler sur ce qu'on entend beaucoup chez les artistes contemporains aujourd'hui, la question de la collaboration. C'est plutôt que d'opposer ce qui est technologie et traditionnel, etc. Vous savez qu'il n'y a plus une bande dessinée aujourd'hui qui est faite sans passer par Photoshop quasiment, à part projet artistique voulu. Plutôt que de vouloir voir une opposition, comment on peut collaborer ensemble pour créer de l'esthétique, c'est-à-dire du plaisir des sens. Hein. Et donc, si vous voyez ces spectacles, bon, Pixel, il y a des problèmes entre les différents créateurs, mais la compagnie Adrien vient souvent en Suisse et c'est assez bluffant parce qu'on se fait prendre par ça. Et d'un coup, on se rend compte qu'on s'en fiche de savoir ce qui est technologique ou ce qui ne l'est pas, mais on voit cette alliance qui représente métaphoriquement assez bien notre vie à nous. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi, mais nous aussi, on est entourés de trucs qui nous produisent des effets positifs, qui nous préviennent des technologies. Pensez aux films que vous voyez, pensez aux choses que vous pouvez lire sur Internet, pensez à toutes ces choses-là, pensez aux jeux vidéo pour ceux qui jouent, etc. Et on éprouve de l'émotion dans cette espèce de dialogue qui est particulièrement bien mis en scène ici, ce dialogue entre humain et technologie. Bon, je vous coupe. Une autre dimension intéressante de l'art numérique, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Ici, j'ai mis cette œuvre dont vous avez peut-être déjà entendu parler, bon, elle a quelques années maintenant, de Gilles Jobin, qui est un chorégraphe de Genève, qui s'appelle VRI. Donc, VRI, ça marche comme ça. Vous êtes 5 avec des cases de réalité virtuelle, ce que vous avez en haut à droite, et en fait, vous partagez ensemble le même espace virtuel, ici, dont les acteurs, mais numérisés, sont en fait les danseurs de la compagnie. Et vous êtes des sortes de spectateurs de ce monde virtuel dans lequel vous avez des personnages qui dansent. Et donc, vous les voyez danser autour de vous, ce qui est assez fin, parce que, bon, ils sont des fois très petits, vous voyez, vous êtes là un peu, et puis des fois, ils sont très grands et très petits, donc vous avez des changements d'échelle qui seraient difficiles dans le monde réel, mais assez faciles en technologie. Et ce qui fait que, ce qui va se passer, c'est que les spectateurs vont faire quoi avec leur casque? C'est qu'ils vont commencer à regarder comme ça autour d'eux, oui, et ce faisant, ils vont se mettre à danser. Pas autant que tel, ils ne dansent pas, mais les mouvements qu'ils vont faire vus de l'extérieur, c'est de la danse. Et donc, on va aussi jouer cette idée-là, cette espèce de porosité entre le monde, on va dire, numérique et virtuel, et le monde réel, parce qu'il n'y a jamais de séparation, contrairement au film Ready Player One, pour ceux qui ont vu ce film. C'est qu'en fait, on ne va pas dans le virtuel pour quitter le réel. Si on fait ça, c'est comme avec l'alcool. C'est vraiment des comportements d'addiction où on cherche à fuir. Mais la plupart des gens, donc si vos enfants jouent aux jeux vidéo, ils ne fuient pas le réel, ils cherchent à éprouver une expérience esthétique. Et si vous avez déjà fait ça, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, ceux qui ont réalisé ce logiciel, c'est une compagnie de jeux vidéo, en fait.
C'est-à-dire que les compétences qui sont capables aujourd'hui de créer ça, c'est pas n'importe qui peut avoir ça, c'est des compagnies de jeux vidéo. Et ça me permet de pouvoir conclure avec 2 exemples, qui est un des mouvements peut-être le moins identifié comme de l'art numérique. Donc on a vu robots, ordinateurs, danse et réalité virtuelle, mais ça pourrait être une conférence à part entière, hein, la réalité virtuelle. Bien que ça ne marche pas, oui, ça, bon, petite parenthèse, la réalité virtuelle, ça fait depuis les années 90, pour ceux qui se rappellent de ce film qui s'appelle Le Cobaye, adapté d'une nouvelle de Stephen King, ça fait depuis 90 qu'on dit « un jour les gens vont aller dans le monde virtuel ». Et en fait, non. Parce que si vous avez déjà testé, c'est facile, hein, maintenant une Oculus MetaQuest 3, ça coûte 300 francs, vous voyez, et bien c'est qu'au bout d'un moment, vous en avez marre. Voilà. C'est qu'on se dit « ouais, bon, ok, quoi ». Voilà. 20 minutes, 25 minutes, c'est bien. Après, on se dit « ah, je sais pas, j'ai faim ». Enfin, n'importe quoi. Enfin, vous voyez, la chair, elle sert pas à rien. Enfin, elle est là, quoi. Et donc, en fait, on fait rarement plus que 20 à 30 minutes. C'est ce qui fait que ça devient un outil qui est quasiment que artistique. C'est-à-dire qu'il est particulièrement adapté aux questions de performance. Parce que en fait, votre cerveau n'a plus qu'un stimuli qui arrive, hein, c'est le stimuli du monde virtuel. Vous savez, hein, c'est comme les enfants, vous savez que c'est pas vrai, que c'est une simulation. Mais votre cerveau n'ayant que ça comme input, en fait, il va le traiter chacun de ses inputs. Donc, s'il y a un truc qui vous arrive dessus, vous allez avoir peur, ce qui est normal parce que vous n'avez pas le monde réel. Contrairement à une salle de cinéma, où on essaie de diminuer, mais il y a toujours un type qui mange du popcorn derrière vous. Enfin, donc, le réel se rappelle à lui. Ici, pas. Et donc, en fait, il y a ce côté où l'immersion est instantanée quasiment. Et donc, les émotions sont sincères. Ce que vous éprouvez, c'est sincère. Mais c'est justement parce qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre que ça ne marche pas. Et donc, artistiquement, c'est super. Il y a même l'ECA qui a fait un truc, bon, ça, c'est vraiment un truc vraiment suisse roman, quoi. Enfin, l'établissement cantonal d'assurance, hein, qui ne finance pas mes conférences. Donc, ils ont fait une expérience VR où on vous met dans un éboulement, quoi. Enfin, qui vraiment a envie de faire ce truc? Donc, on vous imagine, on vous dit, bah, pour que vous compreniez les risques, on vous met dans un machin qui s'est effondré, quoi. Ça, c'est la meilleure manière pour être complètement claustrophobe et commencer à suffoquer. C'est que vous voyez un peu, alors ça marche, de fait, vous suffoquez. Après, je ne sais pas si on a tous vraiment envie de vivre cette expérience. Bon, après, il y a un peu de tout sur cette terre. Mais donc ça, si vous pouvez essayer, une fois, vous voyez, l'ECA fait des très très bonnes expériences pour que vous compreniez pourquoi il faut payer votre taxe, si vous voulez. C'est essentiellement ça. Mais je vais passer sur 3 exemples un peu rapides, parce que je n'aurai vraiment pas le temps de trop les traiter. Mais c'est qu'une des grandes dimensions, et quand j'ai vu le programme des 8 conférences qui sont données dans ce cycle, je me suis dit, bah, le seul qui va parler de ça, ça va être moi. Hein, bon, c'est la question du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, en fait, vous voyez, c'est un peu... on ne sait pas trop ce que c'est que ce truc. Hein. C'est-à-dire, c'est du jeu, donc déjà pour nous, le jeu, c'est forcément un truc qui est pour enfants. Je vous rappelle quand même, si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier après, que dans la métaphysique d'Aristote, qui est un de mes livres préférés, dans la métaphysique d'Aristote, il dit qu'il n'y a que 2 activités humaines qui n'ont leur fin qu'en elles-mêmes. Le bonheur et le jeu. Alors, vous voyez ça. Il n'y a que 2 choses qu'on fait juste pour elles-mêmes. Être heureux, on veut être heureux pour être heureux, et on joue pour jouer. Il n'y a pas de... Donc, faites, bon, on peut être contre Aristote, mais il faut être un peu armé déjà. Mais on identifie depuis le 19e siècle le jeu pour les enfants. On dit oui, bon, bah, jouez un peu. On oublie que les adultes passent leur temps à jouer et prenez un entretien d'embauche, quoi. Enfin, vous êtes toujours le meilleur employé du monde ou le meilleur patron. Alors, on devrait dire, mais en fait, je suis un connard et tu es un connard aussi. Donc maintenant, comment nos 2 connards ensemble peuvent s'associer? Ça serait beaucoup plus intéressant. Ça ne marcherait pas, mais ça serait plus intéressant. Donc, on passe notre temps à jouer. Et donc, dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, on va tendance à penser que c'est du jeu, donc c'est plutôt pour enfants et ados. La moyenne d'âge des jeux vidéo en Europe, c'est 37-38 ans, parce que si vous jouez là-dessus, c'est un jeu vidéo. La question artistique, c'est la question des émotions esthétiques. Et vous voyez, c'est plutôt ça. C'est pas tellement la nature de la représentation. Vous voyez, c'est pas parce que c'est figuratif ou pas figuratif que c'est artistique. C'est pas non plus seulement la technique, c'est plutôt l'alliance entre la technique et les émotions. Et donc, je vais vous présenter 3 exemples que je vais évidemment pas pouvoir développer puisque le concept du jeu, c'est comme un livre, c'est qu'on doit y jouer, d'univers vidéoludique que je trouve hyper intéressant. Alors, est-ce que quelqu'un connaît Limbo? Évidemment. Donc, Fahrenheit 451, pas de problème. Alors, Limbo. Okay. Disponible sur n'importe quelle plateforme de téléchargement. Donc, Limbo, qui est un jeu où vous incarnez ce personnage, dans un monde un peu étrange. Je vous montre quelques images. Alors, si on peut éviter le « oui, mais c'est violent
Parce que oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais le monde, la vie, enfin, je sais pas, enfin, la souffrance, la mort, tout ça, c'est standard. Enfin, bon. Donc, c'est pas hyper violent, mais c'est un peu étrange. Donc, je vous montre quelques images que j'aime bien. Enfin, qui est le Donc, vous naissez dans un monde, vous voyez, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas 20 000 trucs partout qui clignotent, qui vous demandent de parler avec un type à l'autre bout du monde. Vous êtes ce petit personnage-là, dans ce monde-là. Et Limbo, comme le nom l'indique, fait penser au limbe. Si ce n'est que quand on joue à ce jeu, il y a un problème, c'est que là, c'est le début du jeu. Hein. Vous arrivez comme ça, vous ne comprenez rien à ce qui se passe, et donc vous avancez sans vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Vous devez résoudre des énigmes. Si vous n'y arrivez pas, vous mourrez. Et vous avancez. Voilà. Mais on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et quand on avance, dans ce monde que en noir-blanc, comme ça, avec ces espèces de couleurs étranges, voilà, ça c'est des moments assez pas marrants hein, quand vous vous faites tuer. Voilà. Oui, parce que vous pouvez mourir. Il y a même des espèces de grosses araignées pour les arachnophobes, c'est pas top. Comme là, vous voyez, regardez ça. Hein, qui c'est qui a jamais cauchemardé des œufs? Vous voyez, c'est comme les gens qui ont pas d'araignées, qui disent elle va me sauter dessus. Non, mais dans les jeux, oui. Et en fait, ce que vous comprenez dans ce jeu, c'est qu'à la fin, en fait, vous retrouvez votre sœur. On retrouve un autre enfant. Que vous comprenez, c'est pas très important comment, que être votre sœur. Et d'un coup, vous avez deux interprétations. Soit vous êtes dans les limbes parce que votre sœur est morte, ok, puis vous allez la retrouver un peu type, un peu mythe grec. Ou l'autre interprétation qui est beaucoup plus compréhensible, vous avez vu, il y a des scies circulaires, des usines, des machins en néon et des araignées, c'est qu'en fait, vous plongez dans vos propres limbes pour retrouver le souvenir de votre sœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la psychologie des profondeurs. Et d'un coup, on se rend compte que tout le jeu est construit autour des peurs de l'enfance. La peur de l'araignée, la peur des machines, la peur de l'électricité, puisque c'est tout ça. Et que finalement, nous, on doit traverser, en tant qu'avatar, enfin l'avatar, mais piloté par nous, doit traverser ces peurs-là pour retrouver le souvenir de l'être cher. C'est ce que Freud appelle... en fait, je fais semblant d'avoir une sorte de pause, mais c'est juste que j'ai oublié le truc. C'est ce qu'on appellerait, disons, le refoulement. Hein. Comment faire pour aller toucher ce qu'il y a derrière le refoulement? Je dois traverser des peurs. Et sinon, je n'y arrive pas, en fait. Je reste à la surface. C'est un jeu qui vous amène dans vos propres limbes. Et donc, quand on arrive à la fin, parce qu'on est sûr qu'on va gagner, en fait. Et en fait, la seule chose qu'on a gagnée, c'est qu'on a traversé nos peurs d'enfance. Et d'un coup, le jeu, il vous renvoie et il dit « Puis alors, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe, les peurs de l'enfance hein ?» Et là, on dit « Bon. Oui, ça serait artistiquement, si on faisait ça autrement, donc les surréalistes ont fait ça, évidemment, avec la question des rêves et autres, et la psychologie des profondeurs, on dirait c'est hyper cool. Mais là, on dit que c'est du divertissement. Alors oui, c'est du divertissement au sens que vous pouvez très bien jouer à ce jeu juste pour y arriver. Mais comme je le disais au tout début de la conférence, c'est bizarre de faire une pratique symbolique sans réflexivité, c'est-à-dire sans dialoguer avec elle. Et du moment où je dialogue avec ça, c'est relativement surprenant. Deuxième exemple, je le fais passer en arrière-fond, un jeu qui est magnifique, qui s'appelle Braid, qui est un jeu où vous incarnez un personnage, ici, qui s'appelle Tim, qui doit sauver... Pas du tout. Sauf que je pensais faire ça, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Là, je dois faire ça comme ça. Qui doit sauver une princesse. Hop! Là, pas du tout. Voilà, là, vous voyez. Alors, on va essayer de faire ça, ça va être assez difficile, mais on va essayer. Donc, vous incarnez ce personnage. Vous devez sauver depuis le début du jeu cette princesse-là, ok, qui a été, paraît-il, kidnappée par ce type-là. Voilà. Qui a l'air un peu sympathique quand même. Bon. Le jeu fonctionne sur une manière qui fait que, comme vous l'avez vu au tout début, mais là je le fais un peu plus vite que ce que j'avais prévu de le faire, vous avez des livres que vous pouvez ouvrir à chaque entre-niveau qui vous donne des indications. Et ce que vous comprenez, à ce jeu qui fait penser à ces jeux très, très anciens, hein, à Mario, on saute, voilà, c'est que vous devez retrouver la princesse. Je vous rappelle que le but de Mario, c'est de retrouver la princesse, qui n'est jamais là, hein, d'ailleurs. Et vous avez des interniveaux dans lesquels vous avez des textes, comme vous voyez ici, qui s'écrivent. Habituellement, quand on joue, on ne va pas recenser, donc on les lit, puis après on passe à la suite. On comprend qu'en fait, la raison pour laquelle la princesse n'est plus là, c'est que vous étiez en couple avec elle, Tim, pas vous, mais Tim était en couple avec elle, machin, et puis qu'en fait, lui a fait 2-3 conneries, quoi. Il y a des trucs qui sont mal passés. Mais ce qu'on comprend petit à petit. Et lui regrette ça. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il aimerait trouver une manière de remonter dans le temps. C'est-à-dire de faire en sorte que les erreurs que l'on fait, on puisse
revenir en arrière et ne plus les faire. Et tout le jeu est basé sur cette mécanique de jeu, c'est-à-dire en fait, on doit résoudre des énigmes où on peut remonter dans le temps. Ça veut dire qu'en fait, si je prends un exemple tout simple, dans un tableau linéaire où on avance comme ça, des fois vous pouvez vous arrêter, puis remonter dans le temps, c'est-à-dire que d'un coup ça va dans l'autre sens. Comme un travelling arrière. Hop. Donc on fait ça. On voit déjà le lien entre le jeu et la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, techniquement, on ne peut jamais revenir en arrière, paraît-il. Donc on avance, je vous fais ça. Donc la princesse, elle semble fuir ce type-là. Donc, bon, là c'est un peu long, voilà, parce que le type nous explique que j'ai pris une vidéo YouTube un peu au hasard. Donc on avance, voilà, c'est pas facile, à l'aide, à l'aide. Mais vous voyez bien qu'elle va dans ce sens-là, hein, à l'aide, à l'aide. Vous, on avance. Bon, je suis obligé de vous montrer la mécanique de remonter dans le temps. Hop, tac, tac, super, la plante, c'est un peu pénible. Voilà. Là, je vais peut-être avancer un tout petit peu. Voilà, parce qu'il y a encore... Voilà, ça, vous voyez, ça, c'est quand vous remontez dans le temps. Hein. Alors là, vous avancez, donc vous courez pour retrouver la princesse. On est vraiment dans une sorte de romantisme assez trivial. Voilà, tac, tac. Il y a un peu de mécanique, il faut faire attention. J'avance, hop. Ah oui, c'était plus long que ce que je pensais. Bon, hop. Là, je dois faire un truc. Voilà, voilà. Là, je vais commencer à remonter dans le temps. Donc, vous voyez, ce truc qui est tombé, le lustre est tombé. J'ai les flammes qui arrivent, pas cool. Donc, je vais devoir remonter dans le temps. Pas n'importe quand, parce qu'il faut que je sois capable de monter sur ce truc. Donc, hop, je remonte. Paf, explosion, ça c'est dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Puis après, je vais près de la princesse. Attendez, hop, il faut que j'avance un peu. Voilà, j'avance, voilà. Je me dis, super, enfin ma bien-aimée. Ça va être super. Hop, pas du tout. Ah ouais, ça c'est l'épée. Elle n'est plus là. Et puis, il y a cette phrase qui arrive. Donc là, bon, il faut juste que j'avance. Voilà, c'est là. Mais je ne sais pas pourquoi, il faut que je le fasse image après image. J'ai ces livres qui s'ouvrent. Vous vous rappelez qu'il y a eu cette explosion, etc. Dans tous les livres qu'il y a dans cet épilogue, on apprend en fait, vous voyez, il étudia, donc on parle de Tim, attentivement la chute d'une pomme et le mouvement de globe en métal, j'arrive pas bien à le dire, en métal suspendu à un fil. Grâce à ces indices, il allait trouver la princesse et voir son visage. Après une bricolage intensif, il s'agenouilla derrière un bunker en plein désert. On dit, tiens, ça me rappelle un truc, ce truc. Il protégea ses yeux d'un verre de soudeur et patienta. Ce moment semblait durer une éternité, le temps s'était arrêté, comme dans ce qu'on a fait dans le jeu. L'espace s'était contracté en un point minuscule, comme si la terre s'était ouverte et les cieux s'étaient déchirés. Il se sentit très privilégié, comme s'il avait assisté à la naissance du monde. Quelqu'un près de lui s'exclama « Ça a marché !» Commentaire, un autre, maintenant nous sommes tous des bâtards. La traduction réelle, c'est maintenant nous sommes tous des fils de pute, qui est, je vous rappelle, la phrase qui a été dite en fait à Oppenheimer lors de l'explosion de la bombe. Hein, qui dit maintenant nous sommes tous devenus des fils. Voilà. Autrement dit, à la fin du jeu, c'est la fin, quand vous êtes là, vous êtes content, vous dites mais en fait, qu'est-ce que j'ai poursuivi tout le long? La princesse. Mais comme on vous l'a dit, la princesse, c'est quoi? Grâce à ces indices, il allait trouver la princesse. Et on comprend qu'en fait, la princesse, c'est une image du projet scientifique, qui fait qu'on a tout le temps été courir après elle, hein, on veut s'unir à elle, on veut comprendre, et à la fin, ça explose. Et c'est un jeu qui a été fait pour venir toucher cette question du fait que non, il n'y a pas eu des méchants qui ont voulu faire exploser la bombe, on est dans quelque chose d'autre, qu'on appelle le mythe du progrès, et qui fait que en fait, tout ça a irrémédiablement conduit à la question de la bombe pour des questions de connaissance, et le jeu s'arrête ici, en fait. C'est en fait, là, vous arrivez ici, et ça s'arrête, bon, voilà, je ne sais plus, et vous retrouvez cet écran-là, qui était celui que j'ai mis avant, où d'un coup, la première fois que vous voyez, le monde est détruit par des flammes. Je vais terminer ici, je voulais juste passer encore ça, parce que vous pouvez essayer de le voir sur Internet, Passage, c'est un jeu qui a été fait par un Jason Rohrer, qui est un jeu assez célèbre, en 2007. C'est un jeu qui se passe comme ça. Là, on est vraiment dans art et jeux vidéo, pur. On n'est pas seulement sur les réflexions qu'on peut tirer du jeu. Donc vous avez un jeu qui se joue sur iPad en général, c'est comme ça, ça fait un peu rêver. Hein. Donc vous incarnez ce perso, vous avez une petite bande, vous avez un son assez bizarre, et plus on avance, plus les scores montent.
voyez à droite mais on voit bien ce qu'il y a, enfin, on s'entend, mais plus ou moins bien ce qu'il y a devant nous, puis plus on va loin, ça ne va pas. Et dans ce jeu, hein, on rencontre quelqu'un, voilà, c'est super, il y a des endroits où on ne peut plus aller, et on avance comme ça. Et le jeu se joue pendant, ce qu'on ne sait pas quand on joue au jeu la première fois, c'est qu'il joue 5 minutes. C'est à 5 minutes, ça s'arrête. Quoi que vous ayez fait. Donc en gros, voilà, vous avancez, et puis vous remarquez un truc, c'est que vous changez gentiment. Vous voyez ? Les personnages changent, on va faire un petit changement plus radical. Voilà, hop, ils ont bien changé les personnages là. Ils commencent à être un peu plus vieux. Le score monte aussi, hein. Voilà. Pourquoi je fais toujours ça, moi ? Voilà. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui meurt. Voilà, bon, ça le coup. Vous continuez tout seul, de plus en plus lentement. Et à 5 minutes, exactement, vous mourrez. Oui. Et c'est fini. Donc nous, pendant tout ce temps-là, on a dirigé le personnage. On peut le faire monter, descendre à la droite, à la gauche. Et quand ce jeu est sorti, on est vraiment dans cette interface. Alors là, on est vraiment art numérique, art jeu vidéo, etc. C'est-à-dire qu'on va utiliser les possibilités du jeu vidéo pour réfléchir à quelque chose de simple qu'est la vie humaine. Donc, dans une vie humaine, en fait, notre vision elle est quand même assez basse. Hein. C'est pas comme si on voyait très loin. Hein. Enfin, on voit nous, à peu près autour de nous, et c'est tout. Donc en fait, sur votre iPad, il faut imaginer que la taille de l'écran, vous voyez qu'une bande. Plus j'avance dans le temps, plus c'est flou. Je peux rencontrer des gens, je peux amasser de l'argent, des amitiés, enfin qui je veux, je peux amasser tout ce que je veux en fait. Mais j'avance dans le temps. Je me balade, il y a des endroits où je peux aller quand je suis tout seul, je ne peux pas aller quand je suis à deux, etc. J'avance, voilà, il y en a après un qui meurt, bon, je peux liberté retrouvée, je peux aller un peu partout, etc. Et puis après je meurs, et puis c'est fini, et on se dit, bon, il y a un high score, quoi. Il y a quand même un peu... j'ai quand même pas fait 566 points pour rien, il n'y a rien, ça recommence. Et on dit, mais en fait, j'ai joué pendant 5 minutes à la vie humaine. Mais en utilisant les compétences dont s'appelle le game design, donc en utilisant les compétences du jeu vidéo, j'arrive à faire ressentir d'un coup que chaque élément de ce jeu a son équivalence dans le monde réel. La vision floue du futur, les choix que l'on fait, les choses qu'on amasse, etc. Et puis ce côté irrémédiable qui nous agace, c'est que le temps de vie est donné. Et qu'on n'a pas de marge en fait. On ne sait pas quand ça arrive, ni pour les conjoints, ni pour soi. Et voilà. Et donc on a joué 5 minutes à une vie complète humaine. Vous voyez, c'est quasiment impossible de faire ça sans la forme ludique. Vous voyez, ça va être compliqué de faire ça sans ce type de manifestation-là. Et donc ça, c'est finalement quelque chose qui mériterait d'être traité une autre fois. C'est la manière dont le jeu vidéo rejoint l'art, non pas parce qu'il est tout le temps artistique, mais parce qu'en tant qu'objet d'art numérique, il nous permet d'interroger et notre identité et le monde dans lequel on est via des interfaces technologiques. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, il reste encore quelques minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ou ça peut ne pas être des questions. Oui ? Gilles Jobin. Enfin, c'est son nom à lui. VRI. Adrien Mondeau et Claire Barden. Mais si vous mettez AMCB, ça va très bien. Vous mettez compagnie AMCB. C'est Adrien Mondeau et Claire Barden. Oui. Moi, je ne connais pas les jeux vidéo, mais toutes ces explications que vous nous donnez, est-ce que l'enfant ou la personne qui joue imagine tout ce que vous nous racontez ? Alors, comment je vais vous répondre ? Alors, le problème, si vous voulez, c'est un peu comme tous les arts. Si je prends un exemple, à l'école, et là je parle vraiment peut-être pas des petites classes, mais disons adolescence et autres, on fait en sorte que les jeunes apprennent d'abord à lire, petite classe, puis une fois qu'ils savent lire, à interpréter. Et donc on leur dit des trucs, par exemple on dit « Ah mais vous voyez, quand vous lisez Zola », s'il y a encore des gens qui lisent Zola, et en fait ils thématisent la question de l'hérédité de Mendel dans ses romans. Et l'étudiant, pour ceux qui ont eu un prof qui a fait Zola, quoi. On dit, ok, mais si je ne vous dis pas tout ça, et je vous donne un texte de Zola, ça va être compliqué de voir qu'il parle de l'hérédité. Parce qu'il parle de plein de trucs.
Bon, un type ivrogne, enfin cette famille d'ivrognes, les Rougon-Macquart, tout ça. Donc l'enseignement, il est quand même là pour nous dire attention, derrière un roman, et derrière ce truc, il y a des messages. Vous voyez, si Madame Bovary, elle meurt, c'est qu'elle pense vraiment que dans le monde réel, elle va trouver l'amour qu'elle lit dans ses romans d'amour. Puis ces romans d'amour, c'est ce qui sort dans les journaux depuis 1830 en France, qui sont destinés aux femmes qu'on maintient dans une position d'espérer qu'elles vont rencontrer l'amour parfait alors que le mariage bourgeois est l'enfer. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous donne ces... Enfin, paraît-il, moi j'étais pas né. Si quelqu'un vous donne ces infos, bah, en fait d'un coup on dit « Ah ok ». Donc il y a un peu cette éducation qui fait que d'un coup on se dit, par rapport à la littérature ou au cinéma, on va chercher ces messages-là quelque part. Alors peut-être, ça ne veut pas dire qu'on va les trouver, c'est-à-dire qu'on peut les chercher, et si on ne les trouve pas, on va forcément trouver un type dans le monde qui a écrit là-dessus. Vous voyez, il y a toujours des chercheurs qui ont écrit là-dessus. Donc on peut vraiment, s'il y a un truc qui nous a plu, dire « Ah, bah, si vous voulez comprendre Flaubert, je pense qu'il y a quelques livres. » Vous voyez le problème dans ce qu'on appelle les médias populaires, c'est-à-dire soit ce qu'on a longtemps appelé la paralittérature ou la littérature de gare, soit le cinéma populaire, soit les jeux vidéo, c'est que pendant pas mal de temps, on a vu ça comme du divertissement. Donc les chercheurs se sont peu intéressés à ça, en fait. Il y en a, mais pas tant que ça. Ça a changé maintenant, mais pendant longtemps, il n'y avait pas. Donc d'un coup, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de clé de compréhension. Si vous êtes parent ou grand-parent, puis vous dites « Ah tiens, je vais jouer à Limbo avec mon fils ou ma fille, ou mon petit-fils, ma petite-fille. Bon, peut-être pas s'il a 6 ans, mais ça peut être intéressant d'amener cette question de, ouais, je sais pas, ces trucs un peu de nos limbes, quoi. Enfin, on peut imaginer en parler, voilà, d'une manière ou d'une autre, enfin, ou d'en faire l'expérience. Mais encore faut-il avoir les clés. Et comme aujourd'hui, c'est pas enseigné, d'une part, et qu'on ne sait pas forcément où aller chercher, on est mal, puisqu'on ne va pas trouver ces clés. Alors, soit on est déjà familier du jeu vidéo, et donc on arrive quand même à le faire, mais c'est qu'on doit jouer plusieurs fois, puis se dire, mais en fait, on doit se garder en tête tout le temps, à quoi est-ce que je suis en train de jouer, à quoi est-ce que je suis en train de jouer, hein, voilà. Puis on fait des hypothèses, puis après, ben voilà, mais ça, c'est un travail de chercheur. Enfin, il y a peu de chances que les types qui jouent à Limbo fassent ça. Soit on espère qu'un jour, il y a des gens qui produisent, soit au niveau scolaire, soit au niveau disons, social, bah ça. Puis ça, c'est en train d'arriver. Gentiment, on commence à aller. Si vous mettez Limbo sur Internet, je pense que vous allez voir des sites. Pour l'instant, c'est encore plutôt des sites web parce que c'est plutôt des arts qui fonctionnent sur les forums, où en fait, on parle de ça. Vous avez des gens qui vont donner des hypothèses, qui vont faire ça. Mais c'est encore un peu au début, si vous voulez. Après, je pense dans 10-15 ans, c'est bon. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais plus pour des questions de manière d'aborder l'objet, plus qu'intrinsèque à l'objet, si vous voulez. C'est pas parce que c'est du jeu vidéo. C'est parce que pendant très longtemps, c'est que les enfants qui jouaient, et donc il n'y avait pas de production de savoir, à part quelques spécialistes par-ci, par-là. Et donc qu'on ne connaît pas, en fait. Mais si à l'école, depuis demain, le canton de Vaud, mais qui a rarement été le plus précurseur en termes d'enseignement, se disait on va commencer à travailler le jeu vidéo parce qu'on peut capter nos élèves qui jouent déjà à ça, puis grâce à ça, on va les amener à réfléchir à Freud et machin, ce qui serait intelligent, mais bon, rêvons pas, et bien là, d'un coup, on se dirait il faudrait bien des enseignants qui sont capables de décrypter, et on imaginerait que ces élèves, quand ils seront parents, par exemple, ils aient déjà cette habitude mentale de dire que derrière un jeu, il y a potentiellement autre chose. Mais tant qu'il n'y a pas ça, ça va dépendre de plus de chacun, en fait. Et des chercheurs. Mais après, qui c'est qui va lire des essais de recherche, oui. Déjà, on ne comprend pas l'intérêt de ce truc. Et il faut les trouver, en plus, il faut trouver les bons. Alors, c'est en train de se lancer, mais il y a encore du boulot, quoi. À mon avis. Enfin, 20 ans, je dirais. Environ. Pour que ça arrive au niveau du grand public, c'est-à-dire que tout le monde sache où sont les ressources. Donc il y a quand même, voilà, ça prendra du temps. De toute façon, peut-être 20 ans, c'est peut-être ambitieux. D'autres questions? Oui. Vous avez abordé sur ça la thématique de l'argent. Oui. On ne parle jamais d'une question présente. Avec l'art numérique, il y a aussi d'autres formes qui arrivent, la tokenisation, les fortunes virtuelles que les cryptos font et défont, etc. Donc, comment ça s'inscrit? Alors je crois qu'il y a une des conférences, mais je ne pourrais pas vous dire laquelle, qui a parlé de ça, me semble-t-il. Non, je ne suis pas allé là-dedans parce que déjà, ça devient compliqué de tout faire.
Et ce qui m'intéressait à la base au niveau, je ne connais pas très bien, enfin je ne suis pas spécialiste des NFT et tout ça, mais on voit bien qu'en tout cas une des choses qui est perturbante avec les nouvelles technologies, c'est la capacité à créer des images. Si vous êtes sur Midjourney par exemple, vous verrez tout de suite, qui peuvent être hyper belles. Et puis vu les processus, vu comment ça marche, vous pouvez rajouter des machins, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez quand même quelque chose qui correspond peut-être pas à ce que vous êtes capable de faire, mais qui pourrait représenter ce qu'un artiste serait capable de faire. On parle de représentation uniquement. Si vous commencez à dire, j'ai fait... En plus, on sait que les IA, c'est unique. C'est en fait, si vous remettez exactement votre même prompt, vous n'aurez pas la même image que moi. Après, le fichier, lui, peut être dupliqué, mais le prompt pas. Alors, on pourrait commencer à imaginer créer un marché là autour. Où, en gros, on financerait les meilleurs prompts. Alors, pas les meilleurs en tant que tels, mais celui qui a donné ça. Voilà. Mais le problème, c'est que le marché roman, par exemple, des collectionneurs d'art, il est petit. Enfin, on n'est pas non plus... Enfin, moi, je ne fais pas de la collection d'art, mais oui, il n'y a pas non plus... Donc, il y a un problème au bout d'un moment, c'est comment on va financer tout ce qui sort. Et je pense qu'il y a aussi cette question qui est presque une question plutôt de concurrence des marchés. On voit aujourd'hui que le marché a un peu peur de ces nouvelles formes, les NFT, etc. Donc, elles sont plutôt un peu repoussées, on attend les juridictions, législations, etc. Mais c'est évident que ça va arriver. Après, comment ça va se passer, ça, je ne sais pas. Enfin, dans le sens, vous voyez, je ne connais pas assez bien ces questions, mais je crois qu'il y a, je ne sais plus quelle conférence. Le 4 février. Un petit mois de patience. Ce que je sais, c'est qu'on est vraiment là dans des questions de rareté de la ressource. Et c'est ce qui fait qu'on va, pour l'instant, à mon avis, commencer à taper un peu... On va utiliser les mêmes arguments qu'on avait vis-à-vis des photographes au 19e. C'est-à-dire, oui, mais c'est qui l'artiste? C'est celui qui appuie sur le petit bouton ou c'est l'appareil? Aujourd'hui, on dit, c'est qui l'artiste? C'est Midjourney ou c'est celui qui l'a prompté? Puis c'est des questions... Et en fait, tout ça est fake. Parce que c'est pas vrai. L'artiste peut pour l'instant être potentiellement qu'un être humain, mais c'était aussi le cas au 19e siècle, qu'il utilise un appareillage pour obtenir une représentation, ça c'est autre chose. Après, évidemment que les questions peuvent se complexifier, et si on attribue un jour le statut de sujet à une IA, ce qu'il faudrait être un peu fou pour faire, mais bon, on n'est pas à ça près, et là, ça risque d'être marrant. À condition que l'IA ait quelque chose, besoin d'argent, je ne suis pas sûr. Donc je ne peux pas vraiment répondre, mais je sais qu'il y a une conférence qui va parler de ça. Par contre, il y a en tout cas des enjeux, ça c'est évident. Aujourd'hui, on les voit apparaître et c'est un peu particulier, mais je ne connais pas assez le détail. Merci beaucoup.